à la fois dans l'amont du cycle, donc tout ce qui est post-remédiation des mines d'uranium, mais aussi carrément dans l'aval du cycle, tout ce qui est stockage des déchets radioactifs. Aujourd'hui, l'exercice est un peu difficile, mais j'ai essayé de jouer le jeu. Je vais vous présenter un peu une vision globale de comment on gère les déchets nucléaires, particulièrement en France, et comment on imagine le faire ensuite dans l'avenir. Donc, pour ce faire, je voulais quand même faire un petit rappel sur la radioactivité, une petite piqûre pour ceux qui auraient oublié quelques petites notions apprises au collège. Et ensuite, je parlerai du cycle, ce dont je viens de parler, le cycle du combustible nucléaire, mis en place il y a 60 ans. À 60 ans, on ne parlait pas encore d'économie circulaire, mais il y a des mots comme ça à la mode maintenant. Et ensuite, je définirai tout simplement, selon la loi française, ce que c'est qu'un déchet radioactif, la classification, l'origine, et ensuite, ce qui est réalisé en termes de traitement, recyclage aussi, conditionnement, entreposage, et un point particulier sur le stockage géologique profond. Et je terminerai super rapidement sur les futurs systèmes nucléaires avec cette question, est-ce qu'ils feront moins de déchets? Et je conclurai avec des questions philosophiques. Donc, le petit rappel sur la radioactivité que je vais faire très rapidement. Donc, il y a 3 sortes de rayonnement. Le rayonnement alpha qui est émis par des isotopes radioactifs lourds et sous forme d'un noyau d'hélium, de neutrons, de protons. Et si on regarde sur ce rayonnement, ces particules alpha sont arrêtées par une feuille de papier, mais elles ont une forte énergie lorsqu'elles arrivent en contact avec les surfaces. Ensuite, on a le rayonnement bêta, qui correspond à la conversion soit d'un neutron en proton ou l'inverse d'un proton en neutron, avec émission d'un électron ou d'un positon. Et c'est un rayonnement qui est un peu plus pénétrant et qui est arrêté typiquement par une feuille de métal. Et enfin, on a le rayonnement gamma, qui est induit généralement à la suite d'une désintégration par émission d'une particule alpha ou bêta, et qui correspond en fait au passage de l'état excité de cet atome à un état fondamental avec l'émission de ce rayonnement électromagnétique qui, lui, est très, très pénétrant, pour lequel, par exemple, il faut presque 1 mètre de béton pour l'arrêter ou énormément de mètres d'eau aussi pour l'arrêter, comme dans les piscines que vous connaissez bien. L'autre notion importante, c'est la notion de demi-vie. Donc, ça suit une loi de décroissance exponentielle. Et pourquoi demi-vie? Parce que, par exemple, si on prend le cas du césium 137 dont je vais parler tout à l'heure, qui a une demi-vie de 30 ans, au bout de 30 ans, on a la moitié de son activité due à la désintégration du reste des atomes. Et une autre chose importante, c'est que, par exemple, au bout de 10 périodes, on va avoir une concentration divisée par 2 puissance 10, qui correspond à 1024, mais on va dire que c'est à peu près 1000 pour cet après-midi. Et ce qui fait ça sera important ensuite pour la gestion des déchets. Et les exemples de radionucléides vont du technetium 99M, qui a une demi-vie très très courte de 6 heures, utilisée plutôt dans le médical, et jusqu'au potassium 40, et jusqu'à l'uranium 238, qui lui a carrément une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, on a la moitié de l'uranium 238 que ce qu'il y avait il y a 4,5 millions d'années. Voilà. Les autres unités de mesure, alors j'ai réutilisé ces petites planches faites par la SNIRSF, je trouve assez intéressantes avec l'analogie avec le pommier. L'activité, c'est le nombre de pommes qui tombent par seconde, donc le nombre de désintégrations. La dose reçue, c'est l'énergie que va recevoir quelqu'un qui est sous le pommier, donc par surface. Et puis la dose efficace, ça va être l'impact du rayonnement en termes de dangerosité, donc pour le corps entier, donc avec des coefficients qui vont plus ou moins augmenter en fonction de la partie du corps qui va être touchée. Donc, typiquement, des chiffres en millisieverts, donc les unités sont les sieverts ici. Lorsque vous faites un Paris-New York, vous recevez 0,03 millisieverts.
en raison des rayons cosmiques. Vous avez une radio du poumon 0,7, un scanner 10 millisieverts et un an d'exposition à la radioactivité naturelle en France, c'est à peu près 3 millisieverts. Et à 1 sievert, on commence à ne pas être bien du tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on utilise plutôt le millisievert que le sievert. Et replacé dans cette petite figure, on voit un peu les effets à la fois de la radioactivité naturelle. Notamment en France, on a une exposition naturelle moyenne au radon, qui est un gaz émanant du sous-sol dû à la désintégration de l'uranium-238. Donc, c'est surtout localisé au niveau des massifs granitiques, notamment en Bretagne. On a 1,5 millisievert par an. On a aussi du rayonnement terrestre hors radon dans les aliments. Et puis, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les rayonnements cosmiques. Et parallèlement à ça, aux radioactivités naturelles, on a la radioactivité artificielle avec l'industrie nucléaire, pour laquelle on a une exposition de 0,012 millisieverts et l'exposition médicale, comme vous avez vu précédemment, qui est beaucoup plus importante. Donc voilà, je passe donc avec ce petit rappel rapide au cycle du combustible. Donc c'est un cycle qui a été mis en place il y a plus de 60 ans et qui était peut-être déjà, qui a anticipé un peu les crises actuelles, mais à l'époque, ça a été mis en place surtout pour l'exploitation du plutonium dans des objectifs militaires, mais au fur et à mesure, on s'est rendu compte que ça pouvait être très intéressant pour le combustible. Donc, le cycle du combustible, c'est d'abord l'extraction dans les mines, la conversion en yellow cake, en oxyde d'uranium, l'enrichissement en uranium-235 à des niveaux qui permettent son utilisation, donc à peu près à 3%, sachant que naturellement, on est plutôt à 0,7% de 235, la fabrication des combustibles, son utilisation en réacteur, dans les crayons combustibles, pourquoi en 3-4 ans, l'entreposage de ces combustibles et ensuite un traitement recyclage dans lequel on va pouvoir réutiliser le plutonium sous forme de MOX et on va pouvoir faire un mono-recyclage et ensuite on va aller vers les déchets ultimes. Et j'en parlerai plus dans la suite. Bien sûr, dans toutes ces étapes, on va générer des déchets et c'est ce à quoi je vais essayer de m'atteler dans la suite de la présentation. Donc, pour ce qui est un déchet nucléaire, donc, la loi française encadre la gestion des matières et des déchets radioactifs. Par un effet subtil de poupée gigogne, les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue. Alors, qu'est-ce qu'une substance radioactive? C'est une substance qui contient des radionucléides naturels ou artificiels dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection. Et j'ai rajouté à tout cela la notion de déchets ultimes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des déchets qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. Alors, vous pouvez remarquer que le législateur il est très subtil dans ses formulations, ce qui est plutôt intéressant, puisqu'on voit par exemple que la notion de déchet n'est pas une question de nature, mais plutôt de destination. Donc, ça peut être amené à évoluer. On a une notion de norme, parce qu'on parle d'activité ou de concentration, notion de norme qui est susceptible d'évoluer d'un point de vue réglementaire. Et puis, pour les déchets ultimes, on parle de contexte technico-économique qui est bien sûr variable dans le temps. Donc, ça nous laisse le loisir de faire évoluer les destinations et les déchets peuvent être réutilisés comme matière valorisable. Une autre question que je trouve intéressante à poser, c'est à partir de quel seuil considère-t-on qu'un déchet est radioactif? Tous les déchets émettant des rayonnements ne sont pas forcément considérés comme des déchets radioactifs. Par exemple, la majorité des matériaux sont naturellement radioactifs à des niveaux très bas, voire non mesurables.
vous ne savez peut-être pas, mais on est à peu près à 8000 becquerels chaque être humain, parce qu'on a 4000 becquerels de potassium 40 et 4000 becquerels de carbone 14 à peu près. Donc, ce n'est pas pour autant que lorsque on nous met à l'incinérateur, on va nous considérer comme déchets radioactifs. Et en guise de discrimination, certains pays ont défini des seuils de libération en dessous duquel on peut considérer que l'activité est suffisamment basse pour revenir un peu dans le fond géochimique. En France, pour des questions de principe de précaution, on va dire, gentiment, il n'y a pas de seuil de libération, mais là, par exemple, c'est un seuil d'exemption sous lequel il n'est pas requis d'autorisation pour manipuler les matières, mais c'est ce qui veut dire qu'en France, tous les déchets quittant une zone nucléaire, qui est déclarée nucléaire, même si ces déchets ne sont pas radioactifs, ils deviennent radioactifs en vertu de ce principe de précaution. Donc, ce qui peut amener à pas mal je me rappelle par exemple, lorsque une partie de Grenoble a été remise au vert, comme on dit, le niveau de radioactivité avant l'implantation du CEA, ils ont atteint des niveaux d'activité plus bas que ce qui existait avant la mise en place du CEA. Je ne sais pas si j'ai été clair. On a rendu quelque chose de plus propre, plus blanc que blanc. Voilà. Donc, ça a coûté assez cher. Donc, en termes de classification des déchets nucléaires, en fait, on a deux paramètres principaux qui sont tout d'abord la demi-vie dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a d'abord les radionucléides qui ont une demi-vie très courte de 100 ans, donc de 100 jours, pardon, ce qui fait qu'au bout de 10 périodes, comme vous vous rappelez tout à l'heure, on va avoir une décroissance d'un facteur 1000, et donc on attend à peu près 3 ans, et on gère ces déchets juste par décroissance, et au-dessus, on va avoir ceux qui ont la majorité des radionucléides en dessous de 30 ans, en 31 ans, et ça, cette limite est liée au césium-137 dont je parlais tout à l'heure, qui a une demi-vie de 30,1 ans. Donc, d'un côté, vous avez ce qu'on appelle les vies courtes, et au-delà de 31 ans, vous avez les vies longues. Donc, d'un côté, donc là, je fais une description très rapide des déchets vie très courte. Donc, ce sont essentiellement des déchets issus des applications médicales, donc qui sont gérés sur place. Les déchets de très faible activité, ils proviennent de l'industrie nucléaire, en particulier des opérations de démantèlement. On a des volumes à peu près de 600 000 mètres cubes, et ils sont stockés dans un centre spécialisé situé dans l'Aube, exploité par l'Andra. Et une chose intéressante, c'est après démantèlement du parc électronucléaire, ils seront estimés à peu près à 2,2 millions de mètres cubes. On a aussi les faibles et moyennes activités vie courte que l'on produit par exemple dans notre laboratoire au CEA. Donc, ils sont essentiellement des vêtements, des gants, des filtres. Et eux, on a déjà un volume. Donc là, c'était un inventaire de 2020, un volume de près de, on va dire, 1 million de mètres cubes. Et ils sont stockés dans deux centres dédiés. Celui de la Manche, qui est déjà plein depuis 1994, et celui de l'Aube, qui a été ouvert en 1992 et exploité depuis. Et ensuite, pour les vies longues, on a à la fois les déchets de faible activité vie longue, qui sont principalement correspondent à des déchets contaminés par du radium, utilisés par exemple par l'industrie horlogère. On a aussi les déchets qui proviennent de la première génération de réacteurs, donc les graphites gaz, et aussi les traitements de minéraux tels que les terres rares. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de filière de stockage qui devrait se faire a priori en subsurface dans l'est de la France, mais c'est encore en discussion. Et enfin, ce dont on parle le plus sont les moyennes activités vie longue et les hautes activités. Donc les moyennes activités
Ces bilans correspondent, ils sont essentiellement constitués des coques et embouts des combustibles nucléaires et aussi des déchets liés au fonctionnement et à la maintenance des centrales. Et ils correspondent à peu près à un volume de 43 000 mètres cubes. Et je terminerai donc par les déchets haute activité, donc qui résultent du traitement des combustibles nucléaires. Ils dégagent de la chaleur et il faut d'abord les laisser refroidir dans des piscines avant de les stocker définitivement. Et on a des volumes déjà produits d'environ 4 000 mètres cubes. Donc, HA et MAVL sont prévus pour le futur site de stockage CIGEO dans l'est de la France. Donc, l'origine de ces déchets, c'est essentiellement 60% de l'électronucléaire, ensuite de la recherche en lien avec le nucléaire, notamment au CEA, la défense pour la propulsion navale, mais aussi pour les têtes nucléaires, et puis, comme je disais tout à l'heure, l'industrie non électronucléaire et le médical. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la répartition, les niveaux de radioactivité. On se rend compte que l'essentiel de la radioactivité, 99,8%, est concentré dans 5% des volumes de déchets, donc dans les déchets MAVL et HA. Et lorsqu'on fait, j'aime bien cette comparaison, on produit à peu près 2500 kilos de déchets par an par habitant. Et au niveau nucléaire, ça correspond, dans ces 2500, il y a 1 kilo qui émane de l'industrie nucléaire. Et dans ces 1 kilo, on a 10 grammes de déchets HA par an et par habitant. Voilà. Donc, je reprends ce cycle juste pour reprendre ce crowbar où on voit que, donc ça c'est le cycle du nucléaire, on va produire essentiellement les MAVL, donc moyenne activité bilan, et les HA dans les usines de retraitement, et également un peu de MAVL dans tout ce qui est opération dans les réacteurs électronucléaires. Sinon, la voie retenue pour la plupart des déchets, c'est le principe de concentration et de confinement, pour lequel on a le déchet en entrée, on essaye de le décontaminer au maximum, donc avec le recyclage dont je vous parlais tout à l'heure. On a des effluents associés que l'on va aussi décontaminer, et lorsqu'ils sont décontaminés, on va pouvoir faire des rejets dans l'environnement. Et ensuite va venir l'étape de conditionnement, d'entreposage et de stockage. Voilà. Donc, si je fais un premier bilan sur cet aspect déchets radioactifs, on peut dire que par rapport aux autres déchets, les déchets radioactifs peuvent être décrits par un nombre maîtrisé de familles distinctes. Ils relèvent d'un petit nombre de secteurs économiques. Ils sont présents sur un nombre relativement limité de sites, inférieur à 1000. Les déchets des gros producteurs sont bien connus. Il reste des progrès à faire dans le recensement des petits producteurs, notamment les industries classiques produisant des très faibles activités. Et les études prospectives font apparaître la part importante des déchets liés au démantèlement, mais ce sont essentiellement des déchets de très faible activité ou de faible activité. Et avec la poursuite de la production électronucléaire, on est capable de prévoir avec une bonne confiance les nouveaux flux de déchets. Et comme je disais précédemment, la gestion des déchets en France s'appuie sur un principe de concentration et de confinement. Donc, je vais vous parler maintenant un peu des opérations de traitement, recyclage, conditionnement et entreposage, en me focalisant sur le combustible usé. Au départ, lorsqu'il est neuf, on a à peu près 96,7% d'uranium-238 en basique et puis 3,3% de 235, donc la matière fissile. Et au bout de 3-4 ans d'utilisation en réacteur, on se retrouve avec un combustible usé et avec à peu près presque l'ensemble de la table de Mendeleïev, avec d'un côté des produits de fission, ce qui est en violet, également des produits d'activation, et on se retrouve aussi avec des actinides
notamment du plutonium à 1% et des actinides mineurs qui sont le neptunium, l'américium et le curium à environ 0,1%. Donc, on a vraiment une évolution dans ce sens-là. Donc, la question qui s'est posée, c'est est-ce que c'est intéressant de recycler ou pas ce type de combustible usé? Tous les pays qui font du nucléaire n'ont pas pris cette option. La France l'a prise. Et le principal avantage, c'est la réduction du volume des déchets. Également, on peut recycler l'uranium et le plutonium, ce qui nous fait une économie de matière fissile. On a une réduction de la radiotoxicité, donc, qui est illustrée ici par ce petit crowbar, où on a rapporté la radiotoxicité relative à l'uranium. Donc, l'uranium est normé à 1. Et lorsque on utilise un combustible usé sans traitement, on va se retrouver avec du plutonium. Donc, c'est la courbe verte. Et il faut attendre plus de 200 000 ans, je crois, pour retrouver des niveaux de radiotoxicité comparables à l'uranium. Tandis que lorsque l'on fait un recyclage, on retire le plutonium, on arrive à un niveau de dangerosité à peu près de 10 000 ans. Et j'en parlerai à la fin. Lorsqu'on utilise un recyclage avec élimination des actifs mineurs, on passe à 300 ans. Donc là, on perd vraiment à chaque fois un ordre de grandeur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que les déchets issus du retraitement vont être plus facilement gérables parce que le plutonium est difficilement manipulable. Et ce qui se retrouve en fait dans les inconvénients du recyclage, notamment au travers du transport des matières nucléaires, la gestion du plutonium, les coûts d'investissement de l'usine de retraitement et les technologies lourdes associées à une sûreté à assurer dans les opérations de l'aval du cycle. Donc, en France, depuis la fin des années 60, donc on a choisi cette voie, donc avec depuis assez longtemps le procédé Purex, hein, donc plutonium, uranium extraction, dans lequel le combustible usé est déjà cisaillé pour récupérer les éléments de structure. Ensuite, on fait une petite dilution à l'acide nitrique. Bon, ça ressemble un peu à ce qui est fait avec le lithium, avec l'acide nitrique 2M à chaud pendant 2 heures. Et on peut récupérer les coques et embouts de l'assemblage. Et ensuite, on va faire une clarification par centrifugation. Et ensuite, les systèmes d'extraction liquide-liquide, notamment avec le tributyl phosphate, où l'intérêt, c'est que l'uranium et le plutonium ont une affinité pour la phase organique, alors que les produits de fission et les actinides mineurs, eux, ont à l'inverse une affinité pour la phase aqueuse. Donc, on peut facilement les séparer avec plusieurs phases d'extraction pour la purification. Et l'ensemble des déchets est, dans ce cas-là, mis dans une matrice vitreuse. Donc, je passe à l'aspect conditionnement, après cet aspect recyclage. Donc, le conditionnement des déchets, c'est l'ensemble des opérations successives à réaliser pour mettre le déchet sous une forme stable et sûre et qui permettent sa gestion ultérieure, qu'il s'agisse d'entreposage, de transmutation ou de stockage. Donc, je disais, là, j'ai repris les 4 grands voies de conditionnement, la vitrification, le compactage et la cimentation et le bitumage. Donc, la vitrification est réservée au conditionnement des solutions de produits de fission et d'actinides mineurs résultant des traitements des combustibles usés. Le compactage, c'est juste pour les embouts et gaines de l'assemblage combustible. Cimentation, c'est un peu pour tous les déchets qui existent de faible et moyenne activité. Et le bitumage sont pour les boues radioactives induites par coprécipitation et aussi les traitements thermiques par évaporation. Mais l'idée générale pour tous ces déchets, c'est d'obtenir des colis de déchets qui soient sous forme d'un bloc solide, qui est non dispersable, qui ne contiennent pas d'eau. Ils doivent être manipulables et résister au choc et ils doivent assurer un confinement durable du déchet
et posséder en particulier une bonne résistance à la lixiviation en eau. Donc, typiquement, voilà les produits finis, entre guillemets, donc pour les colis en matrice vitreuse qui sont placés dans des containers inox, pour le compactage également, et puis pour la cimentation et le bitumage. Donc, le procédé de vitrification qui a été mis au point au CEA de Marcoule il y a déjà bien longtemps, avec bien sûr des améliorations depuis, consiste juste à ajouter au frité de verre la solution à vitrifier, et l'ensemble est coulé dans un container, comme on peut voir sur cette photo, et on va se trouver avec une phase vitreuse qui va englober les déchets donc, correspondants, activités mineurs, produits de fission. Et l'intérêt de cette phase vitreuse, c'est qu'elle est très stable dans le temps. On considère que, par exemple, dans les calculs de sûreté, on est aux alentours de 10 000 ans avant que son intégrité soit totalement remise en cause. Au niveau du compactage, bon, ben, c'est juste, sauf que là, ça se fait dans des conditions nucléarisées. C'est juste faire des petites galettes avec les embouts et coques, et on se retrouve avec ces galettes que l'on introduit dans les mêmes containers en acier inox. Pour la cimentation, l'idée, c'est d'adapter la formulation des matériaux de rembage à la diversité des déchets pour essentiellement limiter les effets d'interaction chimique et donc de dégradation du matériau cimentaire. Et pour le bitumage, ben, c'est une technique qui se fait par un mélange à chaud à l'aide d'une extrudeuse et dans lequel on mélange ce bitume avec les bouts de condensation. Et ensuite, on le coule dans un fût acier que vous avez vu tout à l'heure. Alors, bien sûr, les bitumes peuvent avoir une charge au feu, donc c'est ce qui fait l'objet de recherche actuellement. Et également, on a des capacités lors de la radiolyse par les radionucléides qui se trouvent en leur sein, ont tendance à générer de l'hydrogène et donc des bulles d'hydrogène qui peuvent aussi remettre en cause leur intégrité. Et ils ont aussi la fâcheuse tendance à gonfler lorsqu'on les met en contact avec de l'eau. Mais ça fait actuellement l'objet de recherche. Et ensuite, pour l'entreposage, donc c'est une opération qui consiste à les placer à titre temporaire. Le temporaire peut durer longtemps, mais c'est inscrit dans la loi, dans une installation spécialement aménagée. Donc, pour les collets de déchets vitrifiés, on connaît tous cette photo avec l'ancien style Kojima, donc à La Hague, où ils sont stockés dans ces puits. Les coques compactées sont aussi entreposées à La Hague. Et là, de la même manière, les colis de déchets bitumineux sont aussi, ça c'est pour les colis d'Orano, sont gentiment placés les uns sur les autres dans ce hall. Donc, pour finir un peu ce point, ce qui est à l'étude actuellement, c'est de pousser encore plus le recyclage, notamment passer du monorecyclage du combustible usé au multirecyclage, notamment avec les réacteurs à neutrons rapides, j'en parlerai un peu à la fin de mon exposé, et puis aussi essayer de mettre au point des filières de recyclage-valorisation dans le secteur nucléaire, notamment les métaux TFA et les gravats TFA, qui peuvent être réutilisés, mais dans le cadre d'une enceinte nucléaire. On ne peut pas les mettre à l'extérieur. Pour ce qui est du conditionnement, il y a la mise au point de nouveaux liants hydrauliques, par exemple les géopolymères, qui sont moins réactifs que les matériaux cimentaires, notamment aux déchets magnésiens. Et en vue du stockage, il y a aussi des recherches qui sont réalisées pour identifier des matériaux, des solutions matériaux, multimatériaux, qui résistent mieux à des contraintes thermiques ou chimiques. Par exemple, l'utilisation de céramique pour le colisage des colis de déchets haute activité.
Maintenant, je vais passer au dernier volet qui est le dernier maillon, qui est le stockage des déchets. Donc, c'est l'opération qui consiste à placer définitivement les déchets dans une installation spécialement aménagée. Ça permet d'isoler durablement les déchets de l'environnement en retardant la migration. Donc, il faut toujours avoir l'idée que certaines substances vont quand même migrer jusqu'à la biosphère, jusqu'au robinet dans 100 000, 300 ou 500 000 ans. Je ne sais pas sous quelle forme on sera, mais avec des activités tellement faibles qu'on sera sous les niveaux réglementaires. Alors, le système de confinement est basé sur le principe de barrières multiples. Donc, comme je vous ai dit, vous avez déjà vu le colis, notamment avec les déchets sous forme vitreuse qui vont se dégrader très, très lentement. Et ensuite, on a l'ouvrage de stockage, couverture, scellement de galerie. Et bien sûr, on a le milieu géologique qui est la barrière ultime pour retarder le transfert des radionucléides vers la biosphère. Donc, en France, on a choisi les argillites du calme oxfordien et en considérant le recyclage des combustibles usés dans d'autres pays. Donc, je prends le cas de la Finlande, qui est très avancé au niveau de son stockage. Eux vont directement stocker le combustible usé. On le voit ici sur cette petite photo, qui est placée dans un conteneur inox, lui-même placé dans un immense conteneur en cuivre qui a une épaisseur de cuivre à peu près de 5 cm. L'ensemble est parfaitement fermé. Ensuite, ce conteneur est placé dans un puits vertical et lui-même encadré par une argile gonflante, la bentonite. Et en raison des conditions réductrices qui prévalent à 500 mètres de profondeur dans ces massifs granitiques, ils considèrent qu'on va avoir une corrosion du cuivre qui va être très, très lente. Donc ça, c'est le concept finlandais qui est en cours de construction en Finlande. Pour ce qui est de la France, donc la demande d'autorisation de création a été déposée en janvier 2023 et l'idée, c'est de stocker à 500 mètres de profondeur avec d'un côté, donc dans une argile du calme oxfordien qui ressemble un peu à cette photo. Donc c'est un matériau riche en argile, à peu près de 40 à 50%, avec aussi du quartz et des carbonates. Et on va placer à la fois les déchets de type HA dans le quartier de stockage HA, sous cette forme-là, en réalisant des forages de petit diamètre, 70 cm vont faire 100 mètres de long, et on va placer, pour rappeler nos colis inox, on va les pousser au fur et à mesure jusqu'au fond du forage, et on va avoir comme cela à peu près une centaine de galeries pour placer ces déchets. Et de l'autre côté, on va avoir le quartier de stockage des déchets de moyenne activité bilingue, qui, eux, vont être placés toujours avec des systèmes automatisés, avec des robots, vont être placés dans ces galeries qui font à peu près 11 mètres de diamètre, les uns avec les autres, bien sûr en vérifiant les compatibilités entre les différents types de déchets, pour pas qu'il y ait de réactions qui pourraient être préjudiciables. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on travaille sur le stockage géologique, c'est on se dit on travaille sur des temps, on va dire, supra-historiques. Si on prend l'exemple des déchets HA, et si on prend une frise chronologique inverse, on se dit que la période d'exploitation de CIGEO, c'est à peu près une centaine d'années. Ça va nous faire remonter en chronologie inverse jusqu'à la Première Guerre mondiale. La durée de vie du surcontainer en inox, c'est à peu près 1000 ans. On arrive chez Monsieur Guillaume le Conquérant.
Et puis, tous les transitoires, CIGEO, c'est à peu près 10 000 ans. On arrive au néolithique. Et puis, l'altération totale d'un déchet vitrifié, c'est quelques centaines de milliers d'années. Et là, on arrive aux origines de l'Homo sapiens. Donc, on a un peu le vertige au niveau des temps qui sont appréhendés. Donc, dans ce cas-là, pour prouver la démonstration, faire la démonstration de sûreté de ce type de stockage, il faut essayer de prendre en compte les phénomènes qui vont pouvoir se mettre en place. Donc, des phénomènes liés à la température, puisque certains déchets produisent de la chaleur, les effets de désaturation, les effets de chimie au niveau oxydoréduction, les productions d'hydrogène en raison de la corrosion, mais aussi de la radiolyse, dont je parlais tout à l'heure, et bien sûr l'activité mécanique. Et ce qui semble aussi très important actuellement, c'est les phénomènes liés à la microbiologie qui auront tendance à catalyser certaines réactions. Donc, ce qui veut dire que pour évaluer la sûreté de ce stockage, il faut avoir une connaissance approfondie des phénomènes qui peuvent avoir lieu dans la roche haute et aux interfaces. Et l'idée, à partir de cette connaissance, ça nous permet de fournir des valeurs de paramètres d'entrée pour les calculs de doses à l'exutoire. Je vais vous donner quelques exemples pour vous fixer un peu les idées. Et il y a aussi une autre chose qui a été prise depuis 2006, c'est considérer, on prend en compte un degré de réversibilité du système pendant la phase d'exploitation, parce qu'on ne sait jamais, on peut avoir mis au point une technologie qui permette de considérer que ces déchets sont valorisables et de pouvoir les retirer pendant la phase d'exploitation pour, par exemple, les réutiliser dans des réacteurs. Et ça permet aussi de lâcher un peu de nous psychologiquement. Donc, typiquement, voilà, c'est des exemples de calculs de doses qui sont sortis du dossier d'option de sûreté, donc de 2016, où ici, vous avez, après 1 million d'années, vous avez la couche du calot oxfordien, qui fait 150 mètres d'épaisseur, et au centre duquel vous avez le stockage. Et là, on regarde au bout d'1 million d'années la vitesse de migration de l'uranium-238, mais aussi d'un actinium mineur, le neptunium-237. Et on se rend compte que la majorité des radionucléides ne quittent pas la couche argileuse après 1 million d'années. En fait, les éléments qui vont essentiellement poser question en termes de dose à l'exutoire sont les radionucléides qui sont sous forme anionique, donc le chlore-36, l'iode 129 et le sélénium 79. Et là, ce que je présente ici, c'est 2 types de scénarios. On considère une biosphère tempérée, donc ça c'est sur des échelles de temps jusqu'à 1 million d'années, et une biosphère chaude. Donc il faut faire aussi un travail en considérant qu'on a un climat subtropical en cas d'un scénario d'évolution climatique perturbé. Et on va regarder au niveau de l'aquifère qui est au-dessus de l'argile du calot oxfordien et de l'aquifère qui est en dessous. Si on fait des pompages de 100 litres minute, au bout de combien de temps nos futurs, nos descendants se retrouveront avec une eau, avec une dose issue du stockage. Et en fait, ce qu'on se rend compte dans ces scénarios nominaux, donc sans problème, c'est qu'on est toujours sous les niveaux de dose qui sont inférieurs au guide ASN 2008, que l'on soit en biosphère chaude ou en biosphère tempérée. Voilà, et là, je terminerai juste par ce petit jeu de loi des étapes du projet CIGEO qui ont commencé par la loi de 91, qui ont été ensuite débattues au Parlement avec la loi de 2006. Et actuellement, on se retrouve ici en début 2023 avec le dépôt de la demande d'autorisation de création, avec l'idée de début des installations
début des travaux de construction en 2025-2027, avec des démarrages, avec des essais en inactif pour tester un peu avec des prototypes en froid, et 2035-2040, commencer avec des déchets radioactifs, et ensuite 2040-2050, voter une loi qui va adopter les conditions de poursuite du fonctionnement du stockage. Oui. Une question par rapport à ce que vous avez dit sur le site, avec les archives dans la bouche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi finalement récemment des éléments nouveaux qui sont vus par rapport au fait, au problème en gros, il y a une grosse quantité de chaleur qui est produite par les déchets. Et donc, cette quantité de chaleur, il faut qu'elle soit dissipée par le sein, il ne faut pas dans lequel c'est stocké. Et justement, est-ce que par rapport à ça, les archives ne représentent pas finalement quelque chose qui ne dissipait pas assez la chaleur et un peu en température, de changement justement en fait de tenue géologique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu des choses qui étaient dissipées? À ce niveau-là, au niveau du dégagement de chaleur, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est essentiellement les déchets haute activité, avec la désintégration des produits de fission, mais ça va intervenir on se considère, c'est les 100 premières années, où on va voir vraiment un pic de température, et on considère, disons, moi j'ai fait par exemple des expériences de migration sur des argilites à 80 degrés, donc on va considérer qu'on va avoir un réchauffement de 80 degrés, et sur lequel moi j'ai fait par exemple des expériences de migration où j'ai essayé de voir à quelle vitesse la diffusion était accélérée et s'il y avait aussi un endommagement de la roche. Et en parallèle de ça, il y a aussi des gens qui ont fait des tests plutôt mécaniques et qui ont montré que justement l'argilite avait une bonne résilience par rapport à cette montée en température qui est finalement assez courte et qui n'est pas si importante que ça. Voilà. Donc, je reviens sur un petit bilan. J'aime bien le bilan. On a une performance à long terme d'un stockage qui repose essentiellement sur la qualité des propriétés de confinement de milieux géologiques, particulièrement dans le cas de l'argilite, du calome oxfordien en France, car c'est l'ultime barrière. Alors, on peut considérer que sa sûreté est normalement assurée de manière passive, juste après la fermeture complète de l'installation. Et on va utiliser pour cela des systèmes qui vont assurer l'étanchéité des accès, mais bien sûr sont prévus des dispositifs de surveillance à distance. Et donc actuellement, il y a énormément de recherches qui se fait en ce sens sur le monitoring à distance, pour voir un peu comment ça se passe pendant la phase du test jusqu'en 2040-2050. Alors, ce qui est un point de vue philosophique qui peut poser question, c'est que la démonstration de la sûreté du stockage ne peut pas être faite immédiatement. Elle s'appuie sur des résultats de modélisation, puisqu'on appréhende des durées qui sont énormes. On considère aussi un peu le degré de liberté sur la réversibilité. Et aussi, c'est important d'avoir une connaissance la plus approfondie possible des phénomènes en jeu. Voilà. Et je termine, parce qu'il me reste 2 minutes, juste par une slide sur les futurs systèmes nucléaires. Alors, l'idée, c'est d'utiliser, on a beaucoup parlé, et on les a un peu laissé tomber en France, les réacteurs à neutrons rapides, dits de 4e génération, qui ont la capacité à la fois d'utiliser l'uranium appauvri, donc le 238, qui est, pour le rendre fertile, pour le transformer avec un petit neutron en plutonium 239, qui devient fissile. Donc, dans ce cas-là, tous nos stocks d'uranium appauvri peuvent être utilisés pour produire de l'électricité. Et en même temps, ils ont la capacité de brûler les actinides mineurs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de multi-recyclage. Et c'est pour ça que je reprends cette petite figure que je vous ai montrée tout à l'heure, avec le stockage direct, donc c'est la radioactivité relative à l'uranium en fonction du temps. Et lorsqu'on fait une élimination des actinides mineurs, on va se retrouver avec des déchets avec une dangerosité qui va être limitée aux 300
premières années, donc ce qui est assez intéressant en termes pour le stockage. Donc là, c'est une voie d'avenir qui va être important de considérer, même si on l'a laissé un peu tomber avec le projet Astrid qui a été qui est mort de sa belle mort il y a quelques années. Mais bon. Voilà, en conclusion générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les déchets nucléaires sont concentrés en de faibles volumes, mais sont potentiellement très nocifs. Bon, ça, il n'a pas Islam, on va dire. Et en France, on peut dire que la France a mis en place des solutions éprouvées pour leur gestion, basées sur le traitement au recyclage, avec la fermeture du cycle, la valorisation de l'uranium et du plutonium, le conditionnement, qui est adapté à chaque déchet actuel, pour l'entreposage, qui est une solution d'attente et un élément de flexibilité. Pendant ce temps-là, c'est ce qu'on dit, les déchets refroidissent. Et le stockage, qui est le dernier maillon de la chaîne et la seule voie réaliste pour les déchets ultimes. Mais se pose en parallèle de ça la question de l'acceptabilité sociale des solutions de gestion des déchets nucléaires, car comme je l'ai montré, on engage des durées suprahistoriques et je considère qu'on a un imaginaire du déchet nucléaire qui est particulier, et ce qui fait que ça peut susciter beaucoup de débats. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, ben voilà un peu des documents qui sont accessibles et qui m'ont servi pour construire cette présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, est-ce que nous avons des questions? Oui. Pour cette présentation, une question par rapport justement aux durées de vie et aux durées de vie des colis. Il me semble qu'à un moment, il y a été question pour les archives de 10 000 ans, alors que les déchets, en fait, c'est quand même plus important. Vous voulez dire 10 000 ans? J'ai peut-être mal compris. C'est peut-être moi qui ai mal expliqué surtout ça. En fait, l'idée, c'est que... Non, pardon, c'est pas pour la chimie, c'était pour les colis D'accord. Mais en fait, oui, j'ai des 10 000 ans. Après, si on reprend par exemple ce probar, on va considérer qu'il y a une altération totale du déchet après plus d'une centaine de milliers d'années. Ah oui, comment ça s'est altéré au bout de 10 000 ans, mais pas complètement... Voilà, mais pour les calculs de dose que j'ai montrés par exemple ici, Landra fait une hypothèse que les fonctions barrières, ces colis de déchets au niveau de la matrice vitreuse est perdu au bout de 5 000 ans, histoire d'être dans un scénario le plus pessimiste possible et pour voir un peu comment ça réagit. Mais ce qui est observé, notamment avec les analogues naturels, mais aussi avec ce qui est fait à Marcoule, c'est on est plus vers des durées de l'ordre de la dizaine de milliers d'années. Voilà. Oui, il y avait une question là sur la gauche. Il faut juste répéter la question. D'accord. Je vais répéter la question, monsieur. À la fin, vous avez parlé d'un projet qui a été abandonné. Vous avez présenté qu'il avait plusieurs avantages, mais du coup, il pouvait en avoir des avantages. Il y a une question sur le projet abandonné de neutrons rapides. Le projet Astrid. Oui, projet Astrid. C'est pas le problème, si on a... Non, mais c'est une histoire économique et politique. Après, là, c'est le citoyen qui parle. Je dirais que, de mon point de vue, c'est plus, après, c'est à débattre, hein, mais c'est plus une histoire du cours de l'uranium qui est finalement encore relativement bas. Et on considère qu'il faut d'abord mettre en place la 3e génération, puis ensuite on commencera à réfléchir à la 4e génération. Et en plus, la décision a été prise
avant que M. Macron ne parle de relancer le nucléaire, il y a juste quelques années. Et donc, je pense que nous devrons passer par les techniques des neutrons rapides nécessairement, eu égard à la ressource d'uranium qui est limitée. Et l'intérêt de cette approche, c'est que ça permet de réutiliser de l'uranium appauvri, par exemple. On a en stock énormément. Pierre, peut-être d'abord, puis après Olivier. Pour continuer cette question, qu'est-ce qui distingue les générateurs de 4e génération? Le premier projet des années 70, on appelait les surgénérateurs, Phoenix et notamment, est-ce que, à l'époque où j'étais étudiant, est-ce que le problème de l'échangeur primaire, notamment l'utilisation du sodium, a été résolu dans le générateur de 4e génération? Donc, on revient sur la technologie de 4e génération, la question. C'est un moyen, effectivement, de diminuer un certain nombre de déchets, sauf que ça crée une économie du plutonium. Donc là tu veux parler plutôt de l'aspect sodium et son aspect sûreté. C'est une raison pour laquelle on a fait un superphénix. Oui, c'est l'échangeur sodium-eau posait beaucoup trop de problèmes que j'ai pu suivre moi au niveau de la corrosion du sodium dans cette maritime, par les Russes qui nous font brûler en Sibérie pendant des années. C'est une des raisons principales de la fermeture de superphénix. Est-ce que sur les générateurs, ils sont des surgénérateurs? Tout à fait, c'est longtemps qu'on l'utilise, oui. Une section efficace nécessite une grande vitesse d'émission. Alors, où en est-on? Même si Astrid a été fermé pour une raison plus ou moins obscure, est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que je peux répondre? Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'il y a une sorte de veille, une veille techno, mais toute l'équipe Astrid a été un peu démantelée. Et donc, voilà, ça là, j'avoue que la force de frappe qui avait été mise en place à l'époque a été totalement démantelée. Voilà. Olivier? Oui, à production d'énergie équivalente, est-ce qu'on a une idée de l'évolution de la production de déchets entre les premières centrales nucléaires qu'on a commencé à fermer là et celles que justement on est en train de fabriquer? Est-ce qu'on sait que l'on fabrique des centrales nucléaires, il y a la même quantité d'énergie produite, moins de déchets, ou alors est-ce que c'est pas La question est de savoir si avec l'évolution des technologies des centrales, on produit plus ou moins de déchets. De l'énergie dans son... Ouais, en normalisant par quantité d'énergie. Je dirais que si la technologie de recyclage, de traitement de combustible usé n'a pas drastiquement évolué, je considère qu'on n'a pas forcément diminué les volumes de déchets, mais qui restent, comme je l'ai montré dans cette présentation, essentiellement focalisés sur les hautes activités qui correspondent à des volumes qui sont tout à fait gérables dans un stockage, je dirais. Donc, la réduction de ce volume n'est pas significative. Oui. Oui, j'avais une question double par rapport à la notion. Est-ce que en Chine, on aussi sur cette quatrième génération, les recherches sont oui, même en Inde. Ouais. Là, il y a quand même, voilà, et sur, est-ce que vous pouvez nous parler pour les EPR, en termes de déchets et de réduction de déchets par rapport à ce que vous avez présenté là, est-ce qu'on diminue aussi la quantité de déchets par rapport à cette Alors, est-ce qu'on a des informations sur les déchets et les EPR, technologies? Comme je disais, que c'est exactement la même technologie, sauf qu'on a mis bretelles et ceintures au niveau sûreté. Donc, on ne va pas significativement réduire les déchets, peut-être qu'il y a un peu plus de recyclage. Oui, il y a un peu de cycle supplémentaire, mais je dirais d'un point de vue significatif, ce n'est pas évident. Ça ne va pas diminuer de faire l'ordre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plus un facteur 2. Donc, on avait aussi deux questions à distance de Semecity. Est-ce que, je prends la deuxième, là, c'était plus rapide.
Pouvez-vous revenir sur la notion de degré de réversibilité? Je crois que c'était au niveau du stockage, non? C'est ça. Donc, expliquer. En fait, l'idée, c'est de se dire que le temps d'exploitation de CIGEO, donc l'installation de stockage, devrait durer entre 100 et 150 ans. Et c'est vrai que d'un point de vue, on va dire presque éthique, c'est important de se dire que pendant ces centaines d'années, peut-être qu'on va avoir une technologie qui va totalement révolutionner la valorisation de ce qu'on appelle déchets, et donc pouvoir les reprendre et de pouvoir ensuite les valoriser. Donc là, il y a cet aspect technologique, et ensuite, là, c'est plutôt moi qui parle. Là, maintenant, je pense qu'en termes d'acceptabilité vis-à-vis du social, c'est important aussi d'introduire cette notion de réversibilité, parce que sinon, on fait porter aux générations futures quelque chose d'assez important, de trop important, je dirais. Est-ce que le risque de tremblement de terre a été pris en compte? Question. Oui, tout est. Donc là, on se trouve dans l'est de la France. Il y a des études au niveau des failles principales qui se trouvent relativement loin de la zone qui a été choisie, donc notamment les failles de Mandricourt, je ne me rappelle plus exactement, et il y a à peu près, non, je dirais, tous les phénomènes sont considérés même sur les effets du réchauffement climatique. Et il y a même les aspects sociétaux, l'évolution de la société. C'est pour ça que je dirais qu'il est peut-être urgent de rapidement mettre à 500 mètres de profondeur ces déchets, qui seront plus difficilement accessibles à des gens malveillants. Voilà. D'accord. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce qu'il est déjà écart.